Donc ça va être une restitution assez courte, synthétique, donc je vous demande d'essayer de respecter 5-7 minutes de restitution. De toute façon, on fera des comptes rendus détaillés, donc vous les aurez à la suite. L'idée, c'est de privilégier les échanges avec la salle, et Pierre Torrente s'est reconnecté, donc il sera avec nous aussi si vous avez des questions à lui poser. Voilà. Donc j'appelle tout de suite du coup Alexandre Noël, directeur du Parc naturel régional de la Sainte-Baume, qui va restituer l'atelier 1, comment faire évoluer le comportement des visiteurs et les sensibiliser. Merci, je vais essayer donc de restituer cet atelier et de rester fidèle, et si par hasard c'est pas le cas, j'invite les participants à me compléter. Donc le tout en 5-7 minutes, on va essayer de faire vite. On était sur un atelier sur la sensibilisation des visiteurs avec 3 campagnes qui ont été présentées, et du coup il m'a semblé utile de reprendre quelques visuels. C'est vrai que c'est toujours mieux quand on peut voir des photos. Donc là, on est en présence de la campagne du Comité régional de tourisme, qui est une campagne de sensibilisation des visiteurs au respect des espaces naturels, et qui a donc visé à décliner entre autres 4 messages importants. On s'est tous mis autour de la table pour définir ces messages. Vous le voyez avec le premier message sur « On a tous besoin de nature », qui donc vise à protéger notre écran, et puis une sous-baseline, donc je rentrerai pas, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Un deuxième sur « On a tous besoin de vivre ensemble », donc de se respecter les habitants, les agriculteurs, etc. Un autre message sur « On a tous besoin d'explorer, découvrons autrement », c'est l'idée étant d'éviter de toujours tous visiter les mêmes hotspots et s'amasser dans des sites qui sont fragiles. Et puis le dernier message, on a tous besoin d'être responsables, penser à demain. Donc là, c'était en gros suivre un petit peu les conseils et la réglementation. Avec donc un site d'atterrissage, on a tous besoin du Sud, qui pouvait héberger cette campagne. Donc une campagne qui avait la force d'être multi-partenariale et qui a pu être déclinée par l'ensemble des espaces protégés, donc avec la mise à disposition de visuels qu'on a pu adapter sur nos territoires, et qui du coup pour nous a été fortement apprécié, et qu'on a pu décliner sur les différents supports. L'ensemble des campagnes ont été multi-acteurs et multi-canaux, avec une valorisation print, dans la presse quotidienne régionale, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, avec un résultat quand même important. De mémoire, 3 millions de personnes touchées, l'équivalent de 400 000 € d'espace publicitaire achetés au travers de la conférence de presse. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, dont je ne parle pas, autour de Waze et différentes actions d'affichage, de mise en place de petits reportages sur BFM TV, etc. On a eu ensuite, alors c'est pas dans l'ordre, je m'en excuse, une présentation d'une campagne de communication engageante sur le site des Préalpes d'Azur, qui donc a mis en place de la même manière, co-construite, multi-acteurs, un certain nombre de messages basés sur les préceptes d'une communication engageante qui favorise un changement de comportement, avec, comme vous le voyez, un ton un petit peu décalé sur des approches positives, et qui permet de mieux toucher le public, et qui, comme les autres campagnes, a été également accompagné de sensibilisation, formation des acteurs, appui sur les relais locaux, etc. Et puis une troisième campagne, une charte, l'élaboration d'une charte du voyageur sur le territoire du golfe du Morbihan, qui a été fortement appréciée et qui est donc déclinée sur le territoire de l'Office de tourisme, élaborée de la même manière, à savoir en co-construction avec plus d'une quarantaine d'acteurs économiques, habitants, citoyens, relais locaux, et qui, au travers de 10 messages un petit peu décalés, permettent de faire passer des messages pour sensibiliser au respect de la nature, au vivre ensemble et à la cohabitation sur nos espaces. Donc, un certain nombre de points communs entre ces 3 campagnes, toutes avec une approche globale, j'ai déjà dit, toutes sur un message positif, non moralisateur, avec la nécessité de garder en tête une nécessaire hospitalité des visiteurs. Voilà. Et puis ensuite on a ouvert les échanges, même si on n'a pas eu le temps de jouer au post-it, parce que concrètement on a dépassé un petit peu
le temps. Donc on s'est attelé à réfléchir à l'élaboration d'une campagne en commun, et puis d'échanger sur ce qui serait nécessaire. Donc on a commencé par évoquer la question des cibles. Donc tout le monde était d'accord pour dire qu'il était important de ne pas oublier les habitants, les commerçants, et y compris les enfants à l'école, qui étaient évidemment vecteurs de ces messages. L'importance également de cibler les hôteliers et les établissements touristiques, notamment avec la question des notches. C'est vrai que là, cette campagne était une campagne plus à destination, enfin ces différentes campagnes étaient une campagne à destination des visiteurs sans forcément s'appuyer sur les hôteliers, donc ne pas oublier les établissements touristiques. Et puis également l'importance de pouvoir relayer et avoir une présence humaine et d'être sur site. On a évoqué l'importance de communiquer en amont, mais également l'importance de pouvoir avoir une présence humaine sur site pour assurer la médiation, puisque on le sait bien, on se fait tous déborder. On a eu le retour d'expérience de la vallée de la Roya, voilà, qui se fait envahir par des visiteurs, des vannes, des camping-cars, et qui pose un certain nombre de problèmes. Voilà, et le parc national des Calanques nous a quand même aussi incité à vraiment préciser les cibles, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir des cibles assez larges, et même quand on parle de la cible visiteur, quel visiteur veut-on cibler? De qui parle-t-on? Un urbain, un CSP+, quel âge a-t-il? Ce qui nous permet de vraiment définir des messages adaptés. On a ensuite donc réfléchi, essayé d'évoquer la question d'une campagne régionale qui pouvait être relayée. Donc, encore une fois, je m'en répète, tous insistent sur la nécessité d'avoir une communication engageante sur un ton décalé, mais qui reste positif et non moralisateur. Tout le monde a vraiment insisté là-dessus. La nécessité de la formation des relais locaux, notamment les accompagnateurs, mais pas que, les offices de tourisme et l'ensemble des acteurs qui accueillent du public. La mise en place de commissions de partage d'expérience pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est vrai qu'on a de nombreux territoires, on l'a vu, qui mettent en place ce type de campagne. Pour autant, il y a sans doute un certain nombre d'écueils à éviter, ou en tout cas de bonnes pratiques à déployer. Donc voilà, ce type de forum participe à ces échanges d'expérience, mais la nécessité peut-être de créer d'autres espaces pour pouvoir s'engager. Et puis sur les supports, et bon, je pense qu'on n'a pas non plus fait le tour, mais il a été évoqué l'opportunité de peut-être créer des jeux pour sensibiliser les visiteurs, les habitants et les écoliers, ou la mise en place d'applications mobiles, notamment le département, je ne sais plus d'où, des Alpes-Maritimes, je crois, a évoqué son application mobile Explore à Parc, et en tout cas la nécessité de rester sur une approche multicanal, que ce soit en amont, sur des supports print, multimédia, réseaux sociaux, sites web, et également l'importance de pouvoir communiquer sur site avec l'exemple de la présence sur le terrain avec la calanque mobile qui va au-devant des visiteurs. Et puis enfin, pour finir, un retour d'expérience sur la théorie du phone, qui, pareil, sur les mêmes préceptes du changement de comportement et de l'engagement de chacun, a relaté une expérience sur l'exemple des métros à Paris, où les gens utilisent constamment les escalateurs et jamais les escaliers, et donc ils ont créé un piano où quand on prenait les escaliers, donc sur la base de la santé, donc toujours une approche positive pour essayer d'engager les gens pour leur propre santé, en s'amusant et en prenant les escaliers pour faire des notes de musique. Voilà, j'en ai fini pour la restitution de cet atelier. Merci. Donc voilà, on retient la question des cibles, la communication engageante, positive. Donc voilà, il faudra qu'on se mette au travail sur tout ça. Donc j'accueille maintenant la restitution du deuxième atelier, du coup, avec Valérie Elmerini. Voilà. Et l'atelier « Comment changer mes pratiques et entrer en transition dans mon activité touristique ».
Merci Laure d'avoir présenté cet atelier, oui, dont l'objectif était vraiment de réfléchir ensemble sur de nouveaux outils, de nouvelles actions collectives visant à aider les acteurs touristiques à s'engager plus efficacement dans le tourisme durable. Et avec en introduction, alors une première partie, je dirais introductive, qui nous a permis d'accueillir je dirais un cas d'école, hein, le présage avec Benjamin Leroy, qui est venu présenter ce projet à Marseille de restaurant solaire qui vraiment englobe toute une démarche très intégrée en matière de transition écologique, pas uniquement sur l'aspect restauration, mais aussi sur d'autres aspects environnementaux qui étaient intéressants à présenter. Ça a d'ailleurs suscité beaucoup de réactions au sein de cet atelier. Une deuxième présentation de Stéphane Crandall donc sur le fonds de relance tourisme durable qui vient abonder et accompagner les porteurs de projets pour trouver des financements adéquats pour leur transition écologique. Et enfin, l'intervention de Christine Garotta, donc chargée de mission région, pour l'aspect plus aide à la décision et mise en place d'outils de sourcing, entre guillemets, de solutions, d'éco-solutions susceptibles d'aider les opérateurs touristiques à avancer dans leurs actions. Cet atelier a été particulièrement riche. Je vais essayer de vous en faire une synthèse rapide. Premier point évoqué, très important, tout ce qui concerne en fait le retour d'expérience et la possibilité, l'absolue nécessité pour les opérateurs d'avoir des retours en termes de vitrine ou en termes d'outils quels qu'ils soient, retour d'expérience, mais aussi retour sur investissement. L'idée étant vraiment de communiquer, de diffuser de l'information pour que l'ensemble des opérateurs sachent ce qui se fait, où cela se fait, comment cela se fait, avec quel financement, et bien évidemment, quels sont les retours en termes d'efficacité, mais aussi en termes de retour sur investissement, coût-bénéfice de ces solutions. Donc ça, vraiment, cet aspect retour d'information pour avoir des éléments concrets, pragmatiques de l'intérêt de ces projets a été fortement déclaré et demandé par les participants de l'atelier. Alors deuxième aspect, un aspect je dirais un peu plus technique, qui consiste alors sur des sujets vraiment divers et variés, aussi bien en matière de gestion de déchets, de réutilisation des eaux usées, de traitement des piscines, de mise en place de panneaux photovoltaïques, etc. C'est avoir à la fois une meilleure connaissance des solutions, là encore existantes, des solutions techniques existantes, mais aussi avoir une connaissance sur les possibles financements, puisque bon, le fonds qui a été présenté par l'ADEME peut ne pas suffire à ce type de solutions techniques, mais par contre, bien évidemment, aujourd'hui, il y a d'autres types de guichets, entre guillemets, de financement qui peuvent prétendre en particulier sur des aspects également de collecte mutualisée de déchets pour plusieurs opérateurs, donc tout ça nécessitant des études et des financements pour leur mise en œuvre qui existent. Encore faut-il les connaître et savoir vers qui se tourner pour avoir ces informations. Troisième élément important, c'est l'aspect formation. Alors, formation généralement sur les aspects de transition écologique et de changement climatique, mais aussi formation beaucoup plus spécifique, beaucoup plus pragmatique, par exemple sur des sujets comme les pratiques en cuisine qui doivent permettre justement d'aborder, alors je suis désolée, je ne suis pas très experte dans le domaine, mais les restaurateurs ayant besoin de connaître en matière ne serait-ce que de tri des biodéchets, ou bien des techniques de cuisson, de nouvelles cuissons avec stérilisation qui permettent justement, entre guillemets, une gestion plus circulaire de certaines denrées alimentaires. Donc sujets qui sont certes pratico-pratiques, mais qui auraient le mérite justement de faire avancer les opérateurs, les restaurateurs en particulier, vers de nouvelles
solutions plus en phase avec la transition écologique et l'économie circulaire. Et enfin, un quatrième point aussi important, c'est le besoin d'arriver à trouver des collaborations, des co-constructions de ces projets, non seulement, alors on en a parlé bien évidemment entre les opérateurs et les financeurs et les apporteurs de solutions, mais aussi au sein d'entités beaucoup plus larges qui puissent inclure les habitants, pour que justement ce type de projet soit aussi discuté et réfléchi au regard de la spécificité des territoires et au regard aussi de l'ancrage territorial et de l'histoire, de l'historique des territoires, de manière à ce qu'on n'ait pas effectivement simplement des... en tout cas, c'est le retour que j'en ai fait, qui n'est pas simplement de copier-coller d'un territoire sur un autre, alors que les territoires ont leur spécificité, ont leur histoire, et que donc ce soit vraiment des projets qui soient pensés et qui soient mis en œuvre avec un maximum d'acteurs pour vraiment qu'il y ait un véritable ancrage territorial de ces projets. Et que ce soit aussi en lien avec des spécificités. Alors je reprends un exemple qui est donc la problématique des potagers en altitude. Alors excusez-moi, je ne suis pas experte du domaine, mais où effectivement sur certains territoires, j'imagine alpins, il y a des composantes bien spécifiques qui donc nécessitent des retours et des actions très spécifiques par rapport à leurs besoins, à leurs demandes. Voilà, donc écoutez, je pense avoir à peu près fait le tour. Je pense que ça avait le mérite d'être quand même très pragmatique et de nous donner une bonne vision de ce qui est possible d'être fait pour justement aller vers ces propositions et ces besoins. Voilà. Merci, donc quelques mots-clés, voilà, besoin de retour d'informations sur les solutions, retour d'expérience, des connaissances, des financements et des solutions elles-mêmes, et puis des solutions ciblées qui nous ressemblent à nos territoires. Donc, dernière intervention, tu peux t'asseoir. On va échanger avec la salle ensuite, donc je vous propose de rester là. Donc Pierrick Navizet qui va restituer le dernier atelier sur comment construire les offres écotouristiques de demain. Oui, merci Laure de me donner la parole. Donc nous on avait un atelier assez pléthorique en effectif, on était environ 70. Donc la question qui nous était posée c'était comment construire les offres écotouristiques de demain. Donc dans le contexte général de notre journée, avec la thématique qui est de réfléchir au tourisme de demain et contribuer à la transition. Donc on a essayé de répondre à cette question dans ce contexte-là. La première question, on a demandé aux participants, on a fait un petit questionnaire en ligne, de savoir si les présents croyaient à l'importance de construire les offres touristiques innovantes pour demain. Donc là, c'est une majorité écrasante, c'est oui à 92%, c'est rassurant. Dans les profils des participants, donc on avait pas mal de professionnels du tourisme, quand même 45%, et puis après beaucoup d'institutionnels, offices de tourisme, de représentants de parcs ou d'agences de développement. On a essayé de travailler sur la question des thèmes. En fait, on est parti de 3 exemples. On avait 3 témoins. On a l'agence Excursia qui est intervenue sur son expérience en matière de création d'offres naturalistes, de séjours ornithologiques, qui collabore avec la LPO depuis longtemps et les parcs régionaux. Et puis on a aussi Chiloé qui est intervenu sur le montage de produits dans le domaine de la micro-aventure, près de chez soi. Voilà, donc on s'est appuyé sur ces exemples. Et puis on avait le réseau des grands sites de France qui nous a fait part d'une expérience. Alors là, on n'était pas dans le tourisme marchand, on était dans le montage d'offres qu'on peut pratiquer et construire soi-même autour de la découverte des grands sites sans voiture. Voilà. Donc c'est plutôt autour d'itinéraires pour aller voir des sites ou des prestataires. Donc dans les thèmes qu'on a proposés, la question des séjours naturalistes est ressortie fortement. On a aussi évoqué la question des séjours 100% décarbonés. Donc là, on avait l'entrée itinérance.
que ce soit pédestre ou à vélo, donc sans voiture, et en venant sur les territoires sans véhicule. Et on a même évoqué aussi l'hypothèse peut-être un peu plus complexe à mettre en place, mais qui est peut-être aussi un but à atteindre, qui serait de travailler sur des séjours en fait même bénéfiques sur le plan carbone. Ça, c'était une hypothèse de travail. Et puis le troisième sujet qui a recueilli un avis très favorable, c'est la question de la micro-aventure, où là, l'exemple qui nous avait été montré, c'était en fait, on peut proposer des séjours plutôt courts pour vivre des expériences sur des territoires qui sont près en fait, de notre bassin de vie, sans faire beaucoup de kilomètres, sans prendre l'avion, et s'immerger dans la nature avec un accompagnement, des prestations sur mesure, et puis des capitaines d'aventure qui sont en fait des guides ou accompagnateurs et des hébergeurs qui accueillent les touristes, là sur des séjours commercialisés. On a aussi deux autres sujets qui sont ressortis, mais dans une mesure un peu moindre. C'est la question de monter des séjours ou des tours pour visiter les hotspots de la région sans voiture, plutôt sur des moments hors pic de fréquentation, en avant et après saison, notamment estivale. Et puis il y avait la question de l'éco-volontariat touristique qui est ressortie aussi avec la participation à des activités scientifiques, agricoles ou autres, au bénéfice des populations locales. Dans les sujets qu'on a évoqués, les pistes de travail, donc on a pas mal échangé sur la question des publics et des clientèles, parce que c'est vrai que quand on commence à parler de séjours commercialisés, on évite potentiellement des séjours qui sont assez chers et pas forcément accessibles à tout public. Donc on a insisté sur le fait qu'il fallait, dans une offre écotouristique, avoir un panel large d'offres accessibles à des budgets restreints, comme des offres accessibles pour des personnes qui ont plus de moyens. On a aussi parlé de la question, quelque part, de la définition de ce qu'est l'écotourisme, au sens, la question a été posée sur les territoires. Mais que peut-on faire en dehors des territoires, des espaces protégés? Ça, c'était une préoccupation de certains offices de tourisme. Et donc là, ça nous réinterroge sur le fait qu'il faut repréciser la définition de l'écotourisme, et surtout d'avoir une définition commune entre les différents partenaires, et puis de pouvoir soit élargir le territoire, soit de proposer une solution alternative avec du flotourisme ou autre chose pour les territoires qui ne sont aujourd'hui pas des espaces protégés. On a insisté aussi sur le volet économique. Le premier aspect, c'est bien garantir des retombées sur l'économie locale, au sens de l'économie circulaire, le travail avec les producteurs locaux, les prestataires d'activités implantés sur le territoire, et les hébergeurs, ça va de soi. Et puis aussi, et ça c'était à dire d'agences de voyage, il ne faut pas oublier qu'il y a une vraie réalité économique de marché qu'il faut intégrer, et que quand on est entrepreneur, on doit évidemment aussi arriver à produire et à vendre des séjours qui sont rémunérateurs. Voilà. Ensuite, on a aussi évoqué la question de la méthodologie de travail et des outils. Là, on est parti en fait du postulat qu'on a un panel d'offres qui est bien qualifié avec tous les écolabels, les marques parcs, Écogite, Gîte Panda, etc. Mais on a aussi des prestataires qui ne sont pas engagés dans ces démarches, soit parce qu'ils ne sont pas éligibles, soit parce qu'il n'y a pas d'accompagnement pour le faire. Donc là, la question, c'est comment on peut faire pour accompagner d'autres prestataires qui sont prêts à s'engager, pas forcément dans les mêmes proportions, mais là, du coup, il n'y a pas forcément d'outils existants à disposition. Donc c'est le premier sujet, quelle méthode et quel outil. Et après, comment on accompagne sur ces territoires-là et ces professionnels-là, comment on les accompagne collectivement et individuellement. On a évoqué la piste de la formation. On avait aussi posé une question aux participants sur quelles structures doivent faire de l'accompagnement sur le territoire pour créer ces offres et impulser. Là, en fait, on a vu que c'était l'affaire de tous. Grosso modo, toutes les structures qui peuvent faire de l'accompagnement ont été citées. Néanmoins, les parcs ont été malgré tout identifiés en première position, même si elle n'est pas majoritaire. Donc ça, il faut le préciser aussi. Après, pour être en lien direct aussi avec notre problématique de transition, on a évoqué la question de la mobilité, qui est un enjeu très fort sur nos territoires, et qui est un enjeu très fort pour produire des offres écotouristiques. Et là, on s'aperçoit que si on veut avoir un impact sur le réchauffement climatique, étant donné que le transport est une part très importante dans l'émission de CO2 du domaine du tourisme, on est sur des territoires ruraux, de montagne, où il n'y a pas forcément une grosse desserte en transport et en solution alternative à la voiture. Et là, on est un petit peu démunis. Donc il y a un vrai chantier de ce côté-là
pour arriver à convaincre les autorités organisatrices ou d'autres structures de travailler à nos côtés et avec les professionnels pour proposer des services concrets. On a évoqué aussi la fréquentation, hein, comme d'autres ateliers. Le fait qu'on a un retour d'une fréquentation assez importante à certaines périodes de l'année. Donc là, il faut essayer de travailler sur la question des aides de saison, quand on va vouloir développer de nouvelles offres. Et puis aussi bien prendre en compte le besoin des habitants et le respect des habitants qui vivent sur nos territoires de parcs et d'espaces protégés. La saisonnalité, on l'a évoqué. Ça me semble être un sujet très important à investiguer, mais avec la limite qu'on connaît dans le tourisme, d'une manière générale, c'est l'ouverture restreinte des prestataires, ce qui est d'autant plus marqué sur certaines vallées et territoires ruraux de nos territoires. Et puis enfin, sur la question aussi de l'action et de la manière dont on peut agir entre acteurs, on a souligné que la synergie entre acteurs publics et entrepreneurs était primordiale pour travailler dans les territoires, pour arriver à créer ces nouvelles offres. Voilà, donc ce travail binôme de partenariat est déterminant. Et puis l'autre aspect, c'est pour arriver à produire et commercialiser des séjours. Là, il y a un besoin de mettre en place des partenariats avec des agences et des tours opérateurs qui ont les compétences, les savoir-faire et la capacité à produire et commercialiser. Enfin, dans les autres actions qui ont déjà été un peu évoquées, il y a la question de la formation et des webinaires, et puis aussi la création de contenu pour arriver à marketer et à bien mettre en avant les séjours écotouristiques innovants. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention.